Donc, bonjour tout le monde. On passe au chapitre numéro 1 sur la cinétique d'une transformation. Donc c'est le premier chapitre de l'année, si on ne compte pas le chapitre sur les dosages, qui était une révision. Donc qu'est-ce que la cinétique? Qu'est-ce que cinétique? Vous avez déjà entendu ce mot-là dans l'énergie cinétique. Donc la cinétique, ça a un lien avec la vitesse. Donc la cinétique d'une transformation, c'est la vitesse de la réaction d'une transformation chimique, en réalité. Je vais donner quelques exemples ici. Par exemple, la plus rapide de ces transformations-là, ça va être l'explosion. Une explosion, c'est une réaction qui est hyper rapide. Ensuite, une réaction qu'on fait en laboratoire, en général, en TP, on fait des TP d'une heure, 2 heures maximum. Donc en général, ce sont des réactions qui sont assez rapides aussi. La réaction de l'apparition de la rouille, donc le fer qui s'oxyde euh, au contact du dioxygène de l'air, donne de la rouille en quelques années, quelques mois, quelques années. Donc c'est un peu plus lent. Et on a l'apparition, par exemple, du pétrole, qui a lieu, vous verrez ça en SVT, ou vous l'avez déjà vu, je ne sais pas, qui se fait en plusieurs millions d'années. Donc vous avez des réactions qui peuvent être rapides, très rapides, ou même lentes ou très très lentes. Et ce qu'on veut faire en général, quand on veut par exemple synthétiser des médicaments, le mieux c'est que ce soit rapide. Pourquoi? Parce que plus on est rapide, plus on peut synthétiser le médicament. Et dans ce cas-là, on peut en faire beaucoup, donc tout le monde peut en avoir, et les industriels peuvent en vendre plus. Et ça, c'est ce qui les intéresse aussi. Ici, je vous rappelle, ou je vous le dis, que vous avez ici le lien du QCM sur cette cinétique de transformation, sur ce chapitre. Donc, dès la fin de ce cours, je vous incite fortement à aller sur ce lien. Sur le PDF, vous pouvez directement cliquer dessus et ça vous envoie directement sur le QCM. Comme ça, moi, j'aurai accès directement à qui a fait quoi, est-ce que telle question vous avez du mal ou pas, et je pourrais revenir en cours plus facilement sur un point de cours qui aurait peut-être été mal expliqué dans cette vidéo. Donc, je vous incite fortement à le faire. Donc, on a des transformations lentes et des transformations rapides. Une transformation chimique, je vous rappelle que c'est un phénomène qui fait passer un système chimique d'un état initial à un état final. Un système chimique, c'est un système dans lequel on a des espèces chimiques qui sont à telle température, telle pression, et on connaît aussi la quantité de matière de chaque espèce chimique. Ça, c'est un système. Et s'il passe d'un état initial à un état final, ça veut dire qu'une de ces choses-là va changer. Soit la pression, soit la température, soit la quantité de matière des espèces chimiques, soit les espèces chimiques elles-mêmes. Par exemple, dans une réaction chimique, on a une molécule qui peut se transformer en une autre molécule par réaction chimique. Donc on n'aura pas les mêmes molécules au début et à la fin de la réaction. Un petit exemple avec les papillons, qui passent à l'état de l'état de chrysalide, à papillon, etc. Donc ce phénomène peut prendre plus ou moins de temps. Et la cinétique chimique est donc la science qui permet d'étudier la durée d'évolution des systèmes chimiques ainsi que la vitesse de leur transformation. Donc c'est ce que je vous ai dit à peu près tout à l'heure. Ça, c'est la définition. J'ai oublié de l'encadrer, etc. Je vais le faire avant de vous l'envoyer en PDF. Donc ça, c'est à connaître. Et donc la transformation chimique peut être qualifiée de plusieurs façons. Soit elle est lente, ça veut dire qu'on peut suivre l'évolution à l'œil nu. Exemple, quand vous faites un TP et qu'un titrage, par exemple, un dosage par titrage colorimétrique, on voit directement à l'œil nu que la solution change de couleur. L'apparition de la rouille, on peut le voir à l'œil nu dans certaines conditions, peut-être. Ah, j'ai fait des bêtises. Dans ma tête, c'était rapide. Ouais, peu importe. Je viens de dire des bêtises dans ma tête. Donc, une transformation peut être qualifiée de lente si on peut suivre l'évolution à l'œil nu, même si c'est très très lent. Donc, ça veut dire que même si c'est quelques minutes, on dit que c'est lent. Par exemple, la formation du pétrole, c'est plusieurs millions d'années. La formation de la rouille, c'est quelques jours à plusieurs années. Et les synthèses organiques, c'est quelques minutes à plusieurs jours. Et tout ça, c'est lent.
on parle de choses rapides, de transformations chimiques rapides, quand c'est quasiment instantané. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas suivre l'évolution à l'œil nu. C'est moins d'un dixième de seconde. Exemple, une explosion. Ça va être par exemple des transformations acido-basiques, même des transformations d'oxydoréduction que l'on a vu l'année dernière, des explosions, etc., etc. Donc tous les TP qu'on a fait en cours, ce sont des transformations assez rapides. À part si vous avez fait des TP, mais je ne pense pas qu'on ait fait de TP l'année dernière, en chimie organique. Ça peut être un peu plus lent. Ensuite, cette vitesse peut changer. Plusieurs facteurs peuvent être responsables de ce changement-là. Donc, qu'est-ce qu'un facteur cinétique? C'est un facteur qui est c'est un paramètre qui permet de modifier la durée d'évolution d'un système chimique. Donc, permet de modifier la vitesse en faisant varier la vitesse de transformation chimique. Donc, retenez que ça fait varier la vitesse de la transformation chimique. C'est un paramètre qui permet de faire varier la vitesse de la transformation chimique. Le petit exemple que j'ai mis ici, c'est si vous êtes en cours, on vous donne des exercices et que le prof s'en va, il a des choses à faire, vous allez peut-être être un petit peu plus lent que s'il est derrière vous à chaque fois. Donc on va dire que le prof, à ce moment-là, c'est un facteur cinétique. Il permet d'augmenter votre vitesse de résolution d'un exercice. Donc un facteur cinétique peut ainsi rendre plus rapide une transformation lente ou inversement. Donc, quels sont ces facteurs cinétiques? Ils sont à retenir. Le premier facteur cinétique, c'est la température du système chimique. Donc, je vous rappelle que la température à l'échelle macroscopique, qu'est-ce que c'est à l'échelle microscopique? C'est l'agitation des molécules. Donc plus les molécules ont une grande vitesse, plus à l'échelle macroscopique, donc à notre échelle à nous, on aura l'impression que quand je mets le doigt dans l'eau, dans un verre d'eau, ce verre d'eau est chaud. Pourquoi? Parce que les molécules à l'intérieur sont rapides. Si les molécules sont moins rapides, le verre sera plus froid. L'eau qui est dans le verre plutôt. Ici, je parle de choc efficace. Pourquoi? Parce que les facteurs cinétiques, la plupart, jouent sur les chocs efficaces. Qu'est-ce qu'un choc efficace? Quand on a une réaction chimique qui se produit, quand est-ce que la réaction se produit? Quand deux molécules, par exemple ce sont deux réactifs, ces deux réactifs, quand ils entrent en collision, ils vont donner un produit ou deux autres produits. Donc, quelles sont les conditions pour que la réaction se fasse? C'est que ces deux molécules se rencontrent. Si elles ne se rencontrent pas, il n'y a pas de réaction. Deuxième chose, c'est qu'elles soient rapides pour avoir une chance plus importante de se rencontrer. Donc ici, la température fait que, comme les molécules sont rapides, elles auront plus de chances de se rencontrer. Par exemple, si moi j'habite à un tel endroit et je dois rencontrer quelqu'un qui habite à 2 km d'ici, mais je ne sais pas exactement où, il habite à 100 mètres on va dire, donc je vais marcher un petit peu partout pour essayer de le trouver, lui aussi, et on marche assez vite, on court même, on aura des chances de se rencontrer assez rapidement. Si par contre je vais à la vitesse d'un escargot et que lui va à la vitesse d'une tortue, on va se rencontrer dans très longtemps. Donc la température est un facteur cinétique parce que elle permet aux molécules de se rencontrer plus rapidement. Ensuite, quel est l'autre facteur cinétique? C'est la concentration des réactifs. Pourquoi? Donc, plus elle est élevée, plus la vitesse de réaction est élevée. Parce que les réactifs ont plus de chances de se rencontrer pour réagir et faire un choc efficace. Donc si par exemple, je mets 20 personnes comme moi qui doivent rencontrer 20 personnes comme la personne que je devais rencontrer, et qu'on va dans tous les sens, forcément, à un moment donné, assez rapidement, plus rapidement que s'il y avait une molécule et une molécule, ils vont se rencontrer beaucoup plus rapidement. Et le dernier, c'est le catalyseur. Donc retenez ces trois facteurs cinétiques, la température, la concentration des réactifs et le catalyseur. Donc plus la température est importante, plus la réaction aura une grande vitesse, plus la concentration des réactifs est élevée, plus la vitesse sera importante, la vitesse de réaction. Et si on ajoute un catalyseur aussi, un catalyseur, ça permet
d'augmenter cette vitesse de réaction. Donc on verra après ce qu'est un catalyseur. Donc les facteurs cinétiques, c'est ce que j'ai dit ici. Donc on a une collision efficace, donc la molécule AA rencontre la molécule BB, donc B2 on va dire, avec un choc efficace. Pourquoi? Ici, on a bien la molécule AB qui va se former deux fois, si ils se rencontrent, s'ils se percutent assez violemment, donc ces deux molécules. Si par contre les deux molécules se percutent de façon moins violente, donc elles sont très lentes, par exemple les deux molécules, qu'est-ce qui va se passer? Donc chacune va repartir dans l'autre sens, sans avoir pu réagir. Donc c'est ce qu'on a ici, c'est une collision qui n'est pas efficace, inefficace. C'est un petit peu l'exemple d'un voleur. Si vous avez un voleur qui veut arracher un sac à main et qui arrive avec une vitesse très faible, il ne va jamais réussir à tirer le sac à main. Par contre, s'il arrive très très rapidement, la personne qui a le sac à main en main va le lâcher inexorablement. Je ne vous incite pas à voler des sacs à main, bien sûr, c'est juste pour l'exemple. Ensuite, le catalyseur. Donc rappelez-vous, on a comme facteur cinétique la température, la concentration des réactifs et troisièmement le catalyseur. Qu'est-ce qu'un catalyseur? Pour vous expliquer ce qu'est un catalyseur, je vais vous donner une petite histoire qui est souvent racontée, vous la connaissez peut-être, une énigme. Vous avez dans le désert un homme qui a 3 enfants et 17 chameaux. Donc ces 3 enfants sont assez grands. Ce ne sont pas les 3 frères, mais bon, on va dire que c'est eux. Pourquoi est-ce que je mets ça? Parce que les 3 frères, c'est un partage d'héritage aussi. Et là, ça va être le cas. Donc il a 17 chameaux. 3 enfants et 17 chameaux. À sa mort, son testament attribuait la moitié des chameaux à son fils aîné. Donc la moitié de 17, ça va être compliqué. Parce qu'il faudra couper un chameau en deux. 8,5, c'est pas super. Donc il attribue la moitié des chameaux à son fils aîné, ça fait 8,5 normalement. Le tiers au second, et le 9e au plus jeune. Mais pourtant, il interdit qu'on découpe un chameau. Comment est-ce qu'on va faire le partage? Donc sans découper un chameau, c'est compliqué, parce qu'on a vu déjà que le premier, c'était 8,5. Donc, les frères consultent un sage qui leur conseille d'emprunter un chameau et de faire le partage sur le tout, soit 18 chameaux. Et ici, ce chameau-là, qui est emprunté, c'est ça qu'on appelle le catalyseur. Pourquoi? Parce que, regardez ici, on emprunte ce chameau-là, qu'est-ce qui se passe? La moitié des chameaux à son fils aîné, ça fait 9. 9, c'est bien la moitié de 18. Ensuite, le deuxième devait avoir le tiers. Le tiers de 18, c'est 6 fois 3, 18. Donc il en a un 6. Et ensuite, le dernier, on a le 9e. Donc 18 divisé par 9, ça fait 2. Donc 2 pour le cadet. Et il reste le dernier, celui qui a été emprunté. Donc il pourra être rendu à son propriétaire. Et là, on a fait le partage sans découper un chameau. Donc pourquoi est-ce que je vous ai donné cet exemple-là? Parce que lui, c'est un catalyseur qui a permis la réaction ici. Ce n'est pas tout à fait le cas pour une réaction chimique. Pour une réaction chimique, ça augmente la vitesse d'une réaction. Donc lui, on va dire qu'il augmente la vitesse d'une réaction. Et on le met dans le milieu réactionnel au début de la réaction. Et à la fin de la réaction, on le retrouve. On peut le rendre à son propriétaire, entre guillemets. C'est ce qui est le cas ici. Donc on le rend à son propriétaire. Qu'est-ce qu'un catalyseur? C'est une espèce chimique qui permet d'augmenter la vitesse d'une réaction, mais qui n'apparaît pas dans l'équation bilan de cette réaction. Il n'est pas consommé, entre guillemets, et se trouve inaltéré à la fin de la réaction. Pourquoi est-ce que j'ai mis des guillemets? Parce que, en réalité, il est consommé. Mais comme il est rendu en fin de réaction, il est consommé, mais il est reproduit en cours de réaction. Donc c'est comme s'il n'était pas consommé. Pourquoi est-ce qu'il n'apparaît pas dans l'équation bilan de cette réaction? Parce que il est consommé au début, mais il est rendu à la fin. Donc c'est comme si vous mettiez dans une réaction chimique A plus B plus C, le catalyseur, donne D plus E plus C, le catalyseur, parce qu'il est rendu en fin de réaction. Donc le C, on peut l'annuler. Donc comme on le retrouve en fin de réaction, on n'a pas besoin de mettre beaucoup de catalyseurs. Il suffit d'une très petite quantité. Parce qu'en fait, il va être renouvelé à chaque fois.
Donc on a besoin d'une très petite quantité de catalyseur pour transformer rapidement une très grande quantité de réactifs. Et en général, un catalyseur catalyse une réaction déterminée. Et une réaction donnée ne peut être catalysée que par un nombre restreint de catalyseurs. Par exemple, en biologie, les enzymes sont des catalyseurs, et on a plein de types d'enzymes. On a une enzyme spécifique pour augmenter la vitesse de la réplication de l'ADN, on a une enzyme spécifique pour telle autre réaction, etc. etc. Comment est-ce que ça fonctionne? Dites-vous que c'est comme si, et en vrai c'est ce qui se passe, pas avec des skieurs, mais bon, c'est comme si, imaginez que vous ayez un skieur, il doit monter toute cette colline-là pour pouvoir redescendre à l'arrivée. Le catalyseur, qu'est-ce qu'il fait? Il va changer le parcours. Au lieu de passer par tout en haut, il va créer un autre chemin qui est plus rapide. On passe par deux petites collines. Donc forcément, lui ira plus vite. Et en réalité, ces collines, c'est quoi? Ce sont des énergies. Qu'est-ce qu'on a ici? Ça, c'est plutôt en biologie qu'on voit ça comme ça. Donc normalement, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut que A et B donnent P. A et B sont des réactifs, on veut que ça donne P. Donc qu'est-ce qu'on va faire au début? On va prendre A et on va le mettre avec le catalyseur. Parce que si on met directement A avec B, ça peut mettre des milliers d'années peut-être à réagir. Donc pour accélérer cette réaction, on va mettre A avec C, le catalyseur. Ensuite, on ajoute B. Donc le catalyseur va rapprocher A et B, qui pourront ensuite donner le produit. Donc ça, c'est en chimie, c'est en biologie que ça se passe souvent comme ça, avec des enzymes. En biologie, en chimie, pardon, c'est pas tout à fait toujours le cas. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'un catalyseur, on l'a au début, on le met au début en petite quantité, on le retrouve à la fin. Et ça accélère, ça augmente la vitesse d'une réaction. Donc on a, ce qui est important ici, A qui est le réactif plus le catalyseur, c'est ce qu'on a ici, qui donne AC, qui est ça. Ensuite AC plus B, qui donne P plus catalyseur. Donc on a 1000 catalyseurs au début, et à la fin on le retrouve tout seul. Ce qui fait que finalement la réaction c'est quoi? C'est comme si c'était A plus 4 plus AC plus B donne AC plus B plus 4. Donc 4, le catalyseur, il est à gauche et à droite, donc on peut le simplifier. Pareil pour AC. Donc il reste A plus B qui donne P. Donc on voit bien que le catalyseur n'est pas dans l'équation bilan de cette réaction. Et en réalité, c'est à peu près la même chose que ce qu'on a ici. Si on parle d'énergie d'activation, etc., vous verrez ça à l'université. Maintenant, on va voir qu'est-ce qu'une vitesse d'apparition d'un produit ou vitesse de disparition d'un réactif. Parce qu'un produit apparaît et un réactif disparaît. Donc, afin d'étudier l'évolution d'un système chimique, il est utile de pouvoir calculer la vitesse de disparition des réactifs ainsi que la vitesse d'apparition des produits. Comment est-ce qu'on calcule ça? La vitesse de disparition d'un réactif, c'est quoi? C'est moins dn réactif, la quantité de matière de réactif, sur dt. D, c'est comme si c'était delta. Dites-vous dans votre tête, c'est comme si c'était delta, c'est une variation. Sauf que c'est une variation infinitésimale. Ça veut dire que c'est pas, par exemple, une variation, ça voudrait dire que je suis au premier étage, je monte au 5e étage, par exemple. Donc la variation, ça va être 4 étages, plus 4. J'ai monté 4 étages, donc plus 4. Si je suis au 2e étage et je descends au premier étage, donc la variation, ça va être moins 1. Donc si on descend, ça va être moins, si on monte, ça va être plus. Donc ici, c'est pareil. Donc si ça apparaît, ça va être positif. Si ça disparaît, ça va être négatif. C'est pour ça qu'on met un moins, ici, devant. C'est pour que le tout soit positif. Vu que là, vu que ça va être négatif, la variation, on met un moins pour que ce soit positif. D, on verra que c'est aussi qu'on a D quelque chose sur dt, c'est aussi une dérivée. Je ne sais pas si vous l'avez vu, je pense que vous l'avez vu en mathématiques l'année dernière. Donc on peut dire que c'est la dérivée de la quantité de réactifs, quantité de matière réactive par rapport au temps. D'habitude, vous avez une dérivée d'une fonction par rapport à x. Donc vous avez f' de x. C'est comme si c'était df sur dx. Là, on a dn sur dt, c'est comme si c'était n' de t. Non, peu importe. Je vous réexpliquerai ça après. La vitesse de disparition d'un réactif, c'est en mol par seconde. Pourquoi? Parce que
la quantité de matière de réactif c'est en mol, et le temps est en secondes. Donc ça fait des mols par seconde. Pareil pour la vitesse d'apparition d'un produit, sauf qu'on n'a pas besoin de mettre le signe moins. Pourquoi? Parce que la variation ici, elle va être positive. Donc on n'a pas besoin de mettre un signe moins pour que la vitesse soit positive. Donc ici, ça aurait été un petit peu embêtant. Si on n'avait pas mis le moins, on aurait quelque chose de négatif, donc on aurait une vitesse négative, ce qui ne veut pas dire grand-chose. C'est pour ça qu'on ajoute le moins. Avec les mêmes unités, bien sûr. Donc pourquoi le signe moins? Je vous l'ai déjà expliqué, vous pourrez le relire chez vous. Maintenant, on va voir ce qu'est une vitesse volumique. Donc plutôt que d'utiliser une vitesse d'apparition de produit ou de disparition de réactif, ce qu'on a vu juste avant, on va étudier plutôt la vitesse volumique d'apparition d'un produit ou la vitesse volumique de disparition d'un réactif, dans le cas d'une transformation chimique, et dans le cas d'une transformation chimique qui se déroule à volume constant. Ça veut dire que pendant la transformation chimique, on ne va pas ajouter quelque chose, on ne va pas ajouter un volume d'une solution, ou alors le volume ne va pas changer de lui-même. Donc on est toujours à volume constant. Sinon, ça ne fonctionne pas. Ce que je vais dire ne fonctionne pas sinon. Donc ici, qu'est-ce qui apparaît, qu'est-ce qui disparaît? On voit bien que c'est le bleu qui apparaît, parce qu'il était à 0 au début et que ça augmente. Qu'est-ce qui disparaît? C'est le rouge. Donc les réactifs, ce sont les bleus, et les produits, ce sont les... Non, je dis n'importe quoi. Les réactifs, ce sont les rouges, et les produits, ce sont les bleus. Ce qui disparaît, c'est le réactif. Ce qui apparaît, c'est le produit. Donc un petit exemple. Imaginez qu'on ait A plus B qui donne C plus D. Mais là, je ne mets pas de coefficient stoichiométrique pour ne pas alourdir l'équation. Donc, quelle sera la vitesse volumique de disparition d'un réactif? Ça va être, pour A par exemple, lui disparaît, B aussi disparaît. On va prendre l'exemple de A. C'est une vitesse volumique, donc c'est la même chose que tout à l'heure, sauf que je mets 1 sur V. Je multiplie ce qu'on avait tout à l'heure par 1 sur V. Il y a juste ça que je vais ajouter. Donc le 1 sur V, je peux le monter en haut. Donc ce qui fait qu'on a la dérivée de NA qui devient la dérivée de NA sur V, avec le moins qui reste ici. Et N sur V, vous savez ce que c'est la concentration. Donc au lieu d'avoir la quantité de matière, moins la dérivée de la quantité de matière, on a moins la dérivée de la concentration de A par rapport au temps. Et c'est ça que vous devez retenir. Pour cette année, vous devez retenir la vitesse volumique de disparition d'un réactif ou volumique d'apparition d'un produit. Donc le diapo précédent, vous n'avez pas à le retenir forcément. C'était juste pour arriver à ça. Pour le B, c'est pareil, vu que c'est un réactif aussi, ça va être la même chose. Donc, j'ai juste remplacé A par B et vous avez la même chose. Maintenant, à votre avis, quelle va être la vitesse volumique de disparition d'un... D'abord les unités, allez. On a des moles par litre pour la concentration et des secondes pour le temps. Donc la vitesse, cette fois-ci, ce ne sera pas des moles par seconde, mais des moles par litre par seconde. Donc maintenant, à votre avis, quelle sera la vitesse volumique d'apparition d'un produit? Quelle sera la différence avec celle des réactifs? C'est comme tout à l'heure, c'est juste le plus à la place du moins. Donc ici, on a un plus à la place d'un moins. Donc c'est comme si on n'avait rien en fait. Donc pour les produits, c'est positif. Pourquoi? Parce que la variation de la concentration est positive, alors que ici, la variation de la concentration est négative. Donc il faut un moins pour que ça devienne positif. Donc pareil pour D. Donc ça, retenez ça. Pour un réactif, il y a un moins. Pour un produit, il y a un plus. Donc ça, vous devez le retenir. Donc comment trouver une vitesse volumique? Donc afin de calculer la vitesse volumique de disparition d'un réactif, A, ou de disparition d'un produit, c'est n'importe quoi, ou d'apparition d'un produit C, je me suis trompé ici, donc je le changerai dans le PDF, à un instant T précis à partir de la courbe, je me suis trompé aussi, j'ai oublié d'enlever le OU, donnant l'évolution de la concentration en quantité de matière du réactif A en fonction du temps, il faut procéder de la manière suivante. Donc ça, c'est à retenir. Ce sont des points méthodes, vous devez savoir le faire pour faire un exercice. Donc, ici, je veux réaliser la courbe A en fonction de T, et à partir de cette courbe-là, je veux trouver la vitesse volumique d'apparition d'un produit ou de disparition d'un réactif. Donc comment est-ce que je fais? Là, on a la courbe. Donc ce qu'on doit faire, c'est tracer la tangente à la courbe à l'instant T.
On va dire que l'instant T1, c'est ça. Je trace la tangente à la courbe ici. La tangente, c'est une droite qui passe par la courbe en un seul point. Ensuite, on choisit deux points, M et N de cette tangente. Donc, de cette tangente, pas de la courbe, mais de la tangente, dont les coordonnées sont simples. Donc, quelles sont les coordonnées les plus simples? C'est ici pour moi et ici. Parfois, vous aurez des points assez simples là et là, par exemple, si ça passe pile poil par un chiffre simple ici, un nombre simple ici et ici. C'est à vous de choisir. Donc moi, je vais choisir M ici et N ici. Ensuite, la vitesse volumique de disparition du réactif étant la dérivée de la concentration molaire par rapport au temps, ça correspond donc au coefficient directeur de la tangente à l'instant t. Ça, vous devez retenir ça. Quand vous avez une courbe A en fonction de t, le coefficient directeur de la tangente en un point, ce sera la dérivée en ce point-là. C'est la dérivée de la courbe en ce point-là. Donc la dérivée, elle donne la pente de la courbe. Donc ici, la dérivée, elle sera négative, forcément, partout. Ici, elle sera grande, alors que là, elle sera petite, parce que la pente est petite. C'est comme si vous aviez un skieur qui dévalait, la pente est assez pentue ici, et moins ici. Donc on sait que la vitesse de disparition de A, c'est moins dA sur dt. Donc on va faire comme si c'était une variation. Une variation, c'est quoi? C'est le final moins l'initial. C'est quoi final? C'est le n. C'est quoi initial? C'est le m, par rapport au temps. Donc on a moins la concentration de A au point N, moins la concentration de A au point M, sur delta T. Donc à la place de D, on va mettre delta, des deux côtés. Final moins initial, c'est Tn moins Tm. Donc dans ce cas-là, par exemple, ça va être moins 0. Pourquoi 0? Parce que la concentration A au point N, c'est 0. Moins 0,29. Pourquoi? Parce que la concentration au point M, c'est 0,29, c'est proche de 0,3. Divisé par 180 moins 0, parce que le temps au point N, c'est 180. Le temps au point M, c'est 0. Donc ça donne 1,6 fois 10 puissance moins 3 mol par litre par seconde. Ça, c'est la vitesse de disparition du réactif. Donc ça, vous devez savoir le faire. Retenez bien, essayez de le refaire chez vous. Vous aurez de toute façon des exercices pour vous entraîner. Mais revoyez bien cette fiche. Ensuite, qu'est-ce que le temps de demi-réaction? dont on a besoin pour la cinétique. Donc le temps de demi-réaction, ça correspond à la durée au bout de laquelle l'avancement de la réaction vaut la moitié de l'avancement final. Donc, autrement dit, mathématiquement, on écrit l'avancement de la réaction au temps T1,5, c'est égal à l'avancement final divisé par 2. C'est la moitié de l'avancement final. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ici, l'avancement final, c'est quoi? Si vous avez une courbe comme ça, l'avancement final, c'est l'avancement ici en fonction du temps. Donc x final, c'est là vous avez une asymptote. Donc ça va être c'est égal à ça. Donc vous prenez x final sur 2 et vous faites le projeté orthogonal pour trouver le temps de demi-réaction. Donc c'est très simple. Toujours vous prenez l'avancement final, vous le divisez par 2 et vous faites le projeté orthogonal pour trouver le temps de demi-réaction. Et ça vous donne, plus le temps de demi-réaction est faible, plus ça veut dire que la vitesse de la réaction est rapide, la réaction sera rapide. Donc la vitesse de réaction est grande. Plus le temps de demi-réaction est élevé, plus elle est lente. Exemple d'une réaction totale. Dans une réaction totale, vous savez que l'avancement final, ça correspond à l'avancement maximal. X final, c'est X max. Je ne sais pas si vous l'avez vu encore, peut-être pas l'année dernière. Vous avez certaines réactions qui ne sont pas totales. Et ça, on le verra dans quelques semaines. Je vous expliquerai plus en détail. Mais là, dans le cas d'une réaction totale, XF, on peut le remplacer par X max. Et dans ce cas-là, on a exactement la même chose. Un exemple. Ici, vous avez un ion argent qui réagit avec du fer solide, à l'état solide. Ça donne donc de l'argent en état solide, plus des ions Fe2+.
je réalise le tableau d'avancement et ça, c'est ce que vous avez à la fin. Si le réactif limitant c'est Ag+, ça veut dire que ça, ce sera égal à 0. Ag+, à la fin, ce sera égal à 0. Lui, c'est le réactif en excès, donc ce ne sera pas égal à 0. Donc si lui, 0,080 moins 2x max égale à 0, ça veut dire que x max égale à 0,040. Donc dans ce cas-là, je sais à la fin qu'est-ce que je vais avoir partout. Donc à la fin, j'aurai pour Ag+, 0, pour Ag 0,080, donc 2 fois 0,040. Pour Fe2+, j'aurai aussi 0,040. Donc c'est simplement x max. Pour Fe, je ne sais pas parce que je ne sais pas ce qu'il y avait au départ. Je ne vous l'ai pas dit en fait. Donc ici, Fe2+, c'est un produit, donc il apparaît, ça augmente. Ag2+, ça disparaît. Ça part de 0,080, Ag2+, c'est ce qu'on a ici, ça finit à 0. Fe2+, ça part de 0, ça arrive à 0,40. C'est ce qu'on a trouvé ici. Donc attention ici, le but c'est de trouver le temps de mes réactions. Je vous ai fait un petit préambule pour vous expliquer un petit peu ce qui se passe dans cette réaction. Donc T1,5, c'est pas T final sur 2, faites attention. Ça veut dire que la fin de réaction, c'est quand? On va dire que c'est à 70 minutes. À 70 minutes, on n'a plus de Ag+. Donc le temps de demi-réaction, c'est pas 35 minutes. Vous ne faites pas la fin de la réaction divisé par 2. Vous faites l'avancement maximal, l'avancement final, ici dans le cas d'une réaction totale, l'avancement maximal divisé par 2. Donc c'est quoi l'avancement final? Ah, je ne vous l'ai pas mis ici. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Bon. Pour Ag+, ça va être... Bon, je vous donnerai un autre exemple plutôt. Juste après, je vous donne un autre exemple. Loi de vitesse d'ordre 1. Ça, c'est une chose que vous devez savoir aussi en cinétique. Une transformation chimique qui obéit à une loi de vitesse d'ordre 1 par rapport à un réactif A, c'est une transformation chimique dont la vitesse volumique de disparition du réactif A est proportionnelle à la concentration en quantité de matière A du réactif A au cours du temps. Donc ça, c'est un petit peu barbant à dire. Au niveau mathématique, ça veut dire ça. Donc la vitesse de disparition est proportionnelle à la concentration de A. Qu'est-ce que ça nous donne au niveau d'une courbe? Ça nous donne, c'est comme si on avait Y est égal à A fois X plus B, mais B égale à 0. Donc égal à A fois X. Si on a Y égale à A fois X, ça veut dire que déjà on a une droite qui passe par l'origine. Et si K est positif, ça veut dire qu'on a une droite qui est ascendante. Si K était négatif, ça voudrait dire qu'on a une droite descendante. Donc là, ça nous donne ça. Si on a V en fonction de A, ça nous donne une droite ascendante. Et la pente de cette courbe, c'est K. Donc la vitesse est proportionnelle à la concentration. C'est normal que la concentration, quand elle augmente, la vitesse augmente, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est un facteur cinétique. Mais ce n'est pas forcément proportionnel. Ça peut être au carré, etc., etc. Donc ça, vous verrez ça à l'université. Donc on a ici deux équations. On a la vitesse, donc dans la définition de la vitesse de disparition de A, on sait que c'est moins dA sur dt. Et là, si on a une loi de vitesse d'ordre 1, on a aussi ça. Donc si on cumule les deux, la vitesse de disparition de A, c'est égal à ça, et c'est aussi égal à ça. Donc ça est égal à ça. Moins la dérivée de A par rapport au temps est égal à K fois A. Et là, qu'est-ce qu'on a? Je vous l'expliquerai peut-être un peu plus tard. On a une équation différentielle. C'est quoi une équation différentielle? C'est quand on a une équation dans laquelle on a à la fois une fonction, ici c'est la concentration de A, et la dérivée de cette fonction, donc dA sur dt. Et une des dérivées. Donc ici on a la fonction et sa dérivée, ça veut dire qu'on a une équation différentielle. Et ça se résout d'une certaine manière. Je ne vais pas aller plus loin. On est au début de l'année, on ne l'a pas encore vu. Donc je vous donne juste le résultat de cette résolution. Donc A ici, ce sera égal à quoi?
ce sera égal à A0, ça veut dire la concentration de A à l'état initial, fois l'exponentielle de moins K, donc ce K-là, fois T, le temps. Donc ça va donner une courbe exponentielle, qui est une allure exponentielle. Et c'est quoi cette courbe? C'est ça. Quand vous avez exponentielle de moins quelque chose, ça donne ça. Quand vous avez exponentielle de plus quelque chose, ça donne plutôt ça. Donc là, c'est exponentielle de moins kt. Donc ça, c'est une loi de vitesse d'ordre 1. Quand vous faites la concentration en fonction du temps, on voit qu'au début, la concentration diminue fortement, et plus on avance dans la réaction, plus la concentration diminue de manière plus lente. Pourquoi? Parce qu'au début, vous avez beaucoup de molécules A. Donc comme vous avez beaucoup de molécules A, elles vont pouvoir rencontrer la molécule avec laquelle elle va réagir très facilement. Donc au début, ça disparaît très rapidement. Par contre, quand vous arrivez en fin de réaction, vous avez très peu de molécules qui restent. Donc elles vont avoir moins de chances de se rencontrer et de faire un choc efficace. Comme elles ont moins de chances de se rencontrer, elles vont se rencontrer au bout d'un temps un peu plus long. Donc la vitesse diminue. Donc un point méthode, ça c'est aussi des choses que vous aurez en exercice. Donc pour démontrer que la vitesse volumique de disparition d'un réactif A suit une loi de vitesse d'ordre 1, on a 3 méthodes qui sont envisageables. Première méthode, je vais aller vite, je vais vous laisser lire plus tard, et on fera ça en TD. Première méthode, on sait que la vitesse, c'est égal à k fois a, donc on a une fonction affine de la forme y égale à a fois x. Donc on a une droite comme ça. V en fonction de a, ça nous donne une droite. Donc si la vitesse volumique de disparition d'un réactif A suit une loi de vitesse d'ordre 1, il faut vérifier que la courbe V de disparition de A, la vitesse de disparition de A en fonction de A, soit une fonction linéaire. Comment est-ce qu'on vérifie ça? En général, vous avez dans des exercices, vous avez des points. Vous pouvez soit sur papier millimétré tracer ces points-là et voir si ça donne une droite, soit le faire sur un logiciel, un tableur par exemple, voir si ça donne une droite, et ensuite donner le coefficient de corrélation, soit sur votre calculatrice, c'est ce que j'ai mis ici. Donc le coefficient de corrélation, je vous dis ce que c'est. Vous pouvez le faire apparaître en fait sur un tableur, et ça vous donne par rapport à une droite, est-ce que vos points sont très éloignés de la droite moyenne ou pas? Donc si par exemple vous avez plein de points, vous avez un point là, 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 etc. S'ils sont très loin de la droite, vous aurez quelque chose qui sera très, très loin de 1. S'ils sont tous alignés sur la droite, vous aurez 1. Donc si le coefficient de corrélation est proche de 1, donc si vous avez 0,99 et un autre chiffre après, c'est proche de 1, donc c'est bon. Ça veut dire que la courbe, c'est bien une fonction linéaire. Donc dans ce cas-là, ça veut dire que vous pouvez conclure que la réaction suit une loi de vitesse d'ordre 1. Si par contre vous avez un coefficient de corrélation qui est égal à 0,76 par exemple, ça veut dire que les points sont assez éloignés de la droite moyenne. Donc ça veut dire que ce n'est pas une loi de vitesse d'ordre 1. Deuxième façon de... pardon. Et vous pouvez aussi le faire par régression linéaire. Je pense qu'on l'a déjà fait l'année dernière en cours. Donc sur votre calculatrice, c'est exactement la même chose qu'ici. Vous mettez vos points et vous essayez de voir si le coefficient de corrélation est proche de 1 ou pas. Donc deuxième méthode, cette fois-ci vous ne prenez pas la même équation, vous prenez la solution de l'équation. Donc A est égal à A0 fois exponentielle de moins kt. Et là on a une exponentielle de la forme y égale à A fois E fois exponentielle de bx. Donc ça doit donner quelque chose de ce type-là. Donc vous faites exactement la même chose. Soit vous tracez sur papier millimétré, mais bon, c'est pas super.
Le mieux, c'est plutôt d'utiliser soit le tableur, soit la calculatrice. Donc, sur le tableur, vous tracez votre courbe, et ensuite, vous avez le coefficient de corrélation que vous devez faire apparaître avec l'équation moyenne. Si vous avez quelque chose qui est proche de 1, c'est que c'est bien une fonction exponentielle. Si vous avez quelque chose qui est loin de 1, ça veut dire que ce n'est pas une fonction exponentielle. Vos points ne sont pas alignés sur la fonction exponentielle. Donc si vous avez une fonction exponentielle, ça veut dire que c'est une loi de vitesse d'ordre 1. Si ce n'est pas le cas, vous n'avez pas une loi de vitesse d'ordre 1. La différence avec la méthode précédente, c'est que ici, la courbe, c'est A en fonction de t. Tout à l'heure, c'était, je reviens en arrière, c'était V en fonction de A. Donc ça n'a rien à voir. Donc soit vous tracez la courbe V en fonction de A et ça doit être linéaire, soit vous tracez la courbe A en fonction de t et ça doit être exponentiel. Donc ça, vous le faites soit sur tableur, soit... Ah, pardon. Je pense que vous pouvez le faire aussi par régression linéaire, mais je ne suis pas sûr. Je vais me renseigner, je vous dirai ça en cours. Par régression linéaire, est-ce qu'on peut savoir si on a une fonction exponentielle? Je crois que sur certaines calculatrices, on peut le faire, peut-être pas toutes. Ensuite, la troisième méthode, on reprend la même formule que dans la méthode 2, sauf qu'on veut obtenir une droite. Donc, au lieu d'obtenir une fonction exponentielle, on veut obtenir une droite. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter la fonction logarithme népérien. Ln, c'est logarithme népérien. Donc ça, je vous ferai un point maths tout à l'heure pour vous expliquer ce que c'est. Donc, quand on fait logarithme népérien de ça, de A, est égal à logarithme népérien de tout ça, c'est ce que j'ai fait ici, on peut développer ça en disant qu'on a toujours la même chose ici, mais un logarithme népérien de deux choses, d'un produit en fait, d'un produit de deux chiffres ou de deux valeurs, c'est la somme des logarithmes de ces deux valeurs-là. Donc log de 2 fois 3, c'est log de 2 plus log de 3. Donc ici, je peux séparer les deux. Donc ça va faire log de A0 plus log de exponentielle de moins kt, puisqu'il y a un multiplié entre les deux. Donc ici, comme le logarithme népérien, c'est, on va dire, entre guillemets, la fonction inverse de la fonction exponentielle, ça veut dire que les deux s'annulent. Donc quand on a le logarithme népérien de l'exponentielle de quelque chose, ça donne ce quelque chose. Quand on a l'exponentielle du logarithme népérien de quelque chose, ça donne ce quelque chose. Donc les deux fonctions, quand elles sont côte à côte, s'annulent. Donc ici, tout ça, ça donne que ce qu'il y a à l'intérieur, moins kt. Et le reste, c'est ce que je réécris. Donc finalement, ça nous donne cette équation. Cette équation, c'est quoi? C'est y. Donc tout ça, c'est y qui est égal à a. A, c'est moins k fois x, c'était plus b. Donc c'est une fonction affine. Une fonction affine avec y qui est log de a. X, c'est t. A, c'est moins k. Et b, c'est log de a0. Donc ici, comme a, qui est le coefficient directeur, est négatif, c'est moins k, ça veut dire que la pente de la courbe sera négative. Ln de A0, c'est B, donc c'est l'ordonnée à l'origine. Donc ça veut dire que ici, on va démarrer la courbe à Ln de A0. Et ensuite, ça va descendre avec la pente moins k. Ici, ensuite, donc on doit tracer la courbe, soit mettre les points sur... bon, je vais aller dans l'ordre. On trace la courbe sur papier millimétré. Si on voit que c'est une droite, c'est qu'on a bien une loi de vitesse d'ordre 1. Si on la trace sur tableur, c'est-à-dire qu'on écrit les couples de points, on la trace sur tableur. Pareil, on fait apparaître le coefficient de corrélation, et s'il est proche de 1, ça veut dire qu'on a bien une droite. Donc là, vous voyez que les points ne sont pas tout à fait alignés, sinon ça aurait été pile poil 1, mais c'est assez proche pour dire que c'est bien une droite. Et on peut le faire aussi par régression linéaire sur la calculatrice graphique. Donc je récapitule les trois méthodes. Première méthode, c'est grâce à la courbe V en fonction de la concentration de A, concentration du réactif, et il faut montrer que cette courbe-là est une droite, avec un tableur, avec un papier millimétré, ou avec la régression linéaire sur calculatrice graphique. Deuxième méthode,
on prend l'équation a égale à a0 fois l'exponentielle de moins kt, et on doit montrer que justement les couples de points correspondent à une courbe exponentielle grâce au tableur. Et troisième méthode, c'est la même équation que la deuxième, sauf qu'on va introduire un logarithme pour avoir une droite. On doit avoir une droite. Donc quand on trace ln de a en fonction de p, on doit avoir une droite. Si on a une droite, c'est que c'est une loi de vitesse d'ordre 1. Si on n'a pas de droite, c'est que ce n'est pas une loi de vitesse d'ordre 1. Donc quelques points mathématiques. On a terminé le cours là. Maintenant, je fais quelques points mathématiques importants. Vous en aurez besoin pour ce que je vous ai expliqué là, justement, par exemple. Donc une fonction affine, c'est y égale à x plus b. Donc ici, j'ai une fonction affine. J'ai une droite qui ne passe pas forcément par l'origine. Donc b, c'est quoi? C'est l'ordonnée à l'origine. Comment est-ce qu'on le trouve? Pardon, comment est-ce qu'on le trouve? C'est ce point-là. Donc b ici, ce sera égal à 3. C'est ce que j'ai mis ici. C'est l'endroit où la courbe, la droite, coupe l'axe des ordonnées. Donc l'ordonnée à l'origine. Donc c'est ce point-là. Ça fait 3. Ensuite, A, qu'est-ce que c'est? C'est le coefficient directeur, ou la pente. Le coefficient directeur, comment est-ce qu'on le trouve? Donc, on sait déjà que si la droite monte, il est positif. Si la droite descend, ce coefficient est négatif. Mais ça peut être plus ou moins pentu. Donc comment est-ce qu'on trouve ce coefficient directeur? On prend deux points avec leurs coordonnées, A et B, des points les plus simples possibles. Ensuite, on doit faire delta y sur delta x. Donc ça veut dire, delta c'est une variation, donc c'est y final moins y initial, donc les deux y c'est ici. Donc je prends le point B moins le point A, donc 13 moins 7. Et ici pour les x pareil, 15 moins 6. Donc c'est ce qu'on a ici. Donc ça veut dire que ça va me faire cette valeur-là, divisée par cette valeur-là. Et c'est ça la pente, le coefficient directeur. Donc ici c'est 13 moins 7 sur 15 moins 6, ça fait 2 tiers. Donc la pente est de 2 tiers, ou 0,66. Donc la droite a pour équation 2 tiers de x plus 3. Là, on peut le trouver directement ici. Directement en regardant la droite. On sait que c'est y égale à x plus b parce que c'est une droite. B, on le trouve facilement. Et A, on le trouve en faisant ce petit calcul. Ensuite, deuxième point maths, la fonction logarithme. Logarithme népérien ou logarithme décimal. Donc on a deux fonctions. Soit logarithme décimal, log, soit logarithme népérien, ln. Donc les deux sont liés entre eux par cette relation log de x égale à ln de x sur ln de 10. C'est pour ça qu'on appelle le log le logarithme décimal, parce que décimal ça vient de 10. Mais ça peu importe, si vous ne le retenez pas, c'est pas très grave. Ce que vous devez retenir, c'est plutôt ça. ln de a fois b, c'est comme si c'était ln de a plus ln de b. On l'a utilisé tout à l'heure, ça. Pareil pour le log. Le log, on l'utilisera aussi pour les acides bases, et pour l'acoustique, etc. Donc ça, c'est à retenir. Log de a moins log de b, c'est log de a divisé par b. Donc quand on a une multiplication, ça devient un plus quand ils sont séparés. Quand on a une division, ça devient un moins ici. Et si on a x fois log de a, ce x-là, on peut le mettre dans le a, au niveau du a, mais il sera cette fois-ci en puissance. Donc ça fait log de a puissance x. Pareil pour le log ln ou log, c'est pareil. C'est les mêmes. Ça se traite de la même manière. Et comme ln et exponentielle, ce sont des fonctions entre guillemets inverses, en réalité en mathématiques, en prof de mathématiques vous direz que c'est une bijection réciproque. Donc ln de e de x, ça fait juste x. Ça veut dire ln de l'exponentielle de 2, ça ferait 2. ln de l'exponentielle de 10, ça ferait 10. Et pareil pour exponentielle de ln de 2, ça fait 2 aussi. Exponentielle de ln de 10, ça fait 10 aussi. Pour le log, c'est différent cette fois-ci. Tout était pareil ici. Là maintenant, c'est différent. La fonction inverse de ln,
c'est exponentielle. La fonction inverse de log, c'est puissance de 10. Donc log de 10 puissance x, ça fait x. 10 puissance log de x, ça fait x aussi. Donc ça, vous devez retenir aussi. Parce qu'on en aura besoin, ça on en a besoin tout de suite. Et ça, on en aura besoin dans les chapitres suivants. Ensuite, troisième petit point mathématique, l'équation différentielle. Ça, on va en utiliser beaucoup cette année. Vous allez le voir en mathématiques, mais le problème, c'est que vous allez le voir, je pense, vers la fin de l'année, pour ceux qui ont la spécialité mathématique. Donc, je vous fais un petit point tout de suite. N'hésitez pas à revoir la vidéo, ce point de la vidéo-là, quand vous en avez besoin. J'essaye d'aller assez lentement pour que vous compreniez bien. Donc, une équation différentielle, c'est une équation dans laquelle sont regroupées une fonction et une ou plusieurs de ses dérivés. Donc, on a f de x par exemple, et f' de x, ou f seconde de x, etc. Donc, c'est une équation où on a tout ça. Par exemple, celle-ci. Là, on a à la fois f de x et on a ses dérivés dans la même équation. Donc ça, on appelle ça une équation différentielle. C'est ce qu'on avait tout à l'heure justement quand on devait résoudre l'équation et que je vous avais dit que la solution, c'est a est égal à a0 fois exponentielle de moins kt. Je ne vous ai pas montré comment est-ce qu'on a fait, mais là je vais vous le montrer. Dans le cas justement de la loi de vitesse d'ordre 1, qu'est-ce qu'on a? On a ça. On avait l'équation différentielle, c'était moins la dérivée de a par rapport au temps, qui était égale à k fois a. Donc on a une fonction et sa dérivée. On peut aussi l'écrire moins a' de t. Donc ça en mathématiques, c'est ce que vous voyez. Mais en réalité, même en maths, la façon la plus rigoureuse de l'écrire, c'est d de a sur d de t. C'est comme ça en réalité qu'on écrit une dérivée. Donc a, c'est quoi? C'est la fonction. Et d de a sur dt, c'est la dérivée de la fonction par rapport au temps. Donc comment est-ce qu'on va résoudre cette année? Cette équation, pourquoi je dis cette année? Parce qu'il y avait année en bas. Comment est-ce qu'on va résoudre cette équation? Je vais assez lentement pour que vous compreniez bien, mais si vous ne comprenez pas tout de suite, ce n'est pas très grave, vous reverrez cette partie de la vidéo un peu plus tard si vous le voulez. Donc je reprends l'équation, et le but c'est de mettre d'un côté dA et de l'autre côté dt. D'un côté dA et A bien sûr, pardon, et de l'autre côté tout le reste. Donc ici on a moins d de A sur A, pourquoi? Parce que j'ai mis ça, je l'ai passé de l'autre côté, le A je l'ai passé de l'autre côté, donc ça fait diviser, et le dt je l'ai passé au-dessus, je l'ai passé de l'autre côté, donc ça se fait, comme c'était une division, ça devient une multiplication. Donc on a moins d de A sur A qui donne k fois dt. Je peux aussi multiplier par moins 1 des deux côtés, donc le moins devient plus ici, et le plus devient moins ici, ça revient au même. Si je dis moins 2 égale à moins 3, ça veut dire que n'importe quoi. Moins 2 fois 3 égale à moins 6, c'est comme si je disais 2 fois 3 égale à 6. Donc si j'enlève le moins, si je change les signes des deux côtés, ça revient au même. Ensuite, c'est là que ça devient un petit peu plus compliqué, vous avez l'intégrale. Quand vous avez une dérivée ici, pour enlever la dérivée, il faut intégrer. Donc je fais l'intégrale entre A0 et A, donc entre l'état initial et l'état final, de ça, et j'intègre ici aussi entre l'état initial et l'état final. Pourquoi ici j'ai mis 0 et t alors que là j'ai mis A0 et A? C'est parce que ici, il faut regarder ce qu'il y a avec le petit d. Avec le petit d, il y a le A. Ça veut dire que je veux la concentration en bas, c'est à l'état initial, et en haut, c'est à n'importe quel instant, donc A. Ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai t. Donc c'est le temps. À l'instant initial, le temps c'est 0, et à n'importe quel instant, c'est t. Donc c'est toujours initial et n'importe quel instant, dans notre cas en tout cas. Sinon, on peut faire autrement. Mais ici, pour le résoudre, c'est comme ça qu'on fait. Comment est-ce qu'on fait pour résoudre ça? Donc on doit faire la primitive de 1 sur A. Pourquoi? Parce que dA, c'est comme si dA sur A, c'est comme si c'était 1 sur A fois dA. Tout ce qui est avec D, on le laisse de côté. Donc c'est quoi la primitive de 1 sur A? La primitive, je vous rappelle, ou je vous le dis si vous ne le savez pas, la primitive, c'est la fonction, entre guillemets, inverse de la dérivée. Ça veut dire si je veux trouver la dérivée de 2x, ça va être 2.
Ça veut dire que 2x par rapport à 2, c'est la primitive. Donc la dérivée de 2x, c'est 2. La primitive de 2, c'est 2x. Ça peut être 2x plus 3 aussi, parce que si je dérive 2x plus 3, ça me donne 2 aussi. Si je dérive 2x plus 5, ça me donne 2 aussi. Donc la primitive de 2, c'est 2x plus quelque chose. Donc c'est la fonction inverse de la dérivée. Il faut réfléchir à l'inverse. Donc ici, ça c'est une chose que vous allez apprendre. Hein. La primitive de 1 sur a, c'est log de a, ln de a. Donc ça veut dire que si je fais ln de a, la dérivée de ln de a, ça va me donner 1 sur a. Et la primitive de moins k, c'est moins k fois t. Parce que ici, la fonction, c'est la variable, c'est t, c'est pas x. Donc en mathématiques, si je vous dis quelle est la primitive de 2, bah, c'est 2x, ou 2x plus 3, ou 2x plus 5. Peu importe, ou 2x plus 18. Donc la primitive de 2, c'est 2x plus quelque chose. Parce que si je dérive 2x plus quelque chose, ça donne toujours 2. Donc ici, si je veux la primitive de moins k, il faut que je réfléchisse en me disant, qu'est-ce qui, si je le dérive, va me donner moins k? Bah, c'est moins k fois t. T, c'est comme x en mathématiques. Donc là, je sais que j'ai perdu pas mal d'entre vous à ce niveau-là, mais on le reverra en cours plusieurs fois dans l'année. Donc, c'est toujours entre A0 et A, et ici entre 0 et T. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Je le mets entre crochets. Ça veut dire que ce qui est à l'intérieur, je vais le remplacer par ça, moins la même chose que je remplace par ça. Ça me fait ln de A moins ln de A0. Et ici, ça me fait moins K fois T, moins K fois 0. J'espère que vous avez compris. Donc ça fait 0. Et finalement, on a ça. Et ça, c'est ce qu'on a trouvé tout à l'heure en plus, quand on a utilisé la troisième méthode. Comme vous savez que ln, je veux l'enlever, en fait, je veux trouver juste a. Donc ln, pour enlever ln, j'ai besoin de la fonction inverse, donc de exponentielle. Donc exponentielle, là ici, j'ai sauté une étape. Si je fais exponentielle de tout ça, ça me fait a. Exponentielle de ln de quelque chose, ça fait le quelque chose. Et si je fais exponentielle de tout ça, ça me fait ça. Là, je ne vais pas aller plus loin, je vous expliquerai quand on sera en présentiel. Cette résolution, je sais que c'est un peu compliqué pour l'instant. On la reverra plusieurs fois en cours, ne vous inquiétez pas. Ici, une petite nouveauté cette année, je vous ai mis l'essentiel, c'est-à-dire c'est une petite fiche récapitulative du cours. Ça peut fortement vous aider. Il n'y a pas forcément tout, il y a pratiquement tout. Il n'y a pas forcément tout à l'intérieur, donc je vous incite aussi à faire votre propre fiche pour qu'elle soit personnalisée pour vous en fait. Donc c'est un peu mieux, je pense. Et ici, les idées du grand oral, c'est ce que je vous donne à la fin de chaque chapitre. À la fin de chaque chapitre, j'essaye de vous donner des idées, des pistes dans le chapitre. Quelles sont les pistes qui peuvent vous donner des idées de questions pour le grand oral? Je ne vous donne pas directement la question, mais par exemple, la durée d'efficacité du protoxyde d'azote, c'est en lien avec la cinétique, etc., etc. Tout ça, c'est en lien avec la cinétique. Ce sont des questions, mais ce n'est pas forcément comme ça qu'il faudra les formuler au grand oral. Et je vous incite fortement aussi à trouver vous-même votre question. C'est simplement des exemples ici. Donc voilà, j'étais un peu fatigué, donc j'ai peut-être été un peu pas assez clair. N'hésitez pas à me poser des questions quand vous me voyez, ou alors sur WhatsApp ou par mail, si vous avez des questions. N'oubliez pas de faire le QCM aussi, et à bientôt. Au revoir.